Bonjour, chers camarades. Nous allons vous présenter le cours sur la tétralogie de Fallot, présenté par Wafa Karti et moi-même, Khadija Ndiaye. Diapo. Pour ce faire, nous allons suivre le plan suivant. Comme généralité, en guise de définition, c'est une cardiopathie congénitale cyanogène associant une CIV sous-aortique large, une dysproposition de l'aorte, une sténose pulmonaire, une hypertrophie du ventricule droit, schématisée sur l'image à côté. Comme intérêt, sur le plan épidémiologique, c'est une cardiopathie congénitale. Les cardiopathies congénitales représentent environ 7 à 8 sur 1000 naissances. La tétralogie de Fallot représente environ 6 à 10% de l'ensemble de ces cardiopathies congénitales. 3 sur 10 000 naissances sont des tétralogies de Fallot. La cause la plus fréquente, elle est la cause la plus fréquente de la cyanose chez l'enfant. Comme facteur étiologique, nous pouvons retrouver un facteur génétique, le diabète maternel mal équilibré. On note aussi des récurrences familiales et dans 3% des cas. Le diagnostic, comme intérêt diagnostic, on peut faire le diagnostic en anténatal par échographie fœtale. Sinon, on fait le diagnostic en postnatal. Il faut le faire précocement pour éviter l'apparition des complications qui peuvent assombrir davantage le pronostic et pour aussi adapter une prise en charge qui sera pluridisciplinaire et optimale. Sur le plan thérapeutique, la prise en charge est pluridisciplinaire. La chirurgie correctrice a un enjeu incertain. Yep. Comme rappel historique. La tétralogie de Fallot fut décrite la première fois en 1671 par l'anatomiste et naturaliste danois Niels Stensen chez un fœtus qui présentait une ectopie cardiaque. L'anatomie et la physiologie furent raffinées en 1888 par le français Étienne-Louis Arthur Fallot, qui la nomma la maladie bleue, apparue dans une série de rapports qu'il a publiés dans le Marseille Medical Journal. Il affirma qu'un unique procédé pathologique intra-utérin serait responsable des 4 anomalies rencontrées dans la tétralogie de Fallot. Le terme tétralogie de Fallot fut employé la première fois en 1924 par la cardiopédiatre canadienne Maud Abbott. Avant l'avènement de la chirurgie, plus de la moitié des patients atteints de la T4F mouraient avant l'âge de 10 ans. En 1954, Blalog et aussi ont tenté d'améliorer l'espérance de vie de cette maladie en réalisant la première intervention palliative et mieux encore 10 ans après, à cœur ouvert, en 1954, Lidehi et Kirkland ont effectué les premières corrections chirurgicales. Comme rappel embryologique, lors de l'embryogenèse cardiaque, le développement normal du tronc artériel implique la septation de l'alignement des voies d'éjection pulmonaire et aortique en ordre respectif. Au cours de la 5e semaine, les septa aortico-pulmonaires droite et gauche grandissent à partir du conduit d'évacuation du ventricule commun. Lorsqu'ils se rencontrent, ils commencent à s'unir s'étendant du haut vers le bas. La croissance du septum ventriculaire membraneux vers le bas isole complètement le ventricule gauche et le ventricule droit, en fusionnant avec le septum musculaire interventriculaire et le bourrelet endocardique inférieur. C'est pour. Dans leur croissance vers le haut, les bourrelets aortico-pulmonaires séparent également le tronc artériel en aorte ascendant et artère pulmonaire. Ces septa se détachent en spirale des parois du tronc artériel et des endroits de sortie des ventricules. Cette morphogénèse aboutit normalement à l'alignement de la voie d'éjection gauche, c'est-à-dire l'aorte, avec le ventricule gauche, et celle de droite, c'est-à-dire l'artère pulmonaire avec le ventricule droit. Dans la tétralogie de Fallot, on note une rotation incomplète et une division défectueuse du tronc artériel durant la septation. Cette malrotation, définie par une déviation antérieure et supérieure du septum infundibulaire, cette malrotation même entraîne un mauvais alignement entre les orifices de départ de l'aorte et du tronc pulmonaire et des régions d'émergence des deux ventricules.
Les tissus musculeux et fibreux du septum anormal et des trabécules ventriculaires mal placés se retrouvent ainsi obstrués la voie d'éjection pulmonaire, créant la sténose infundibulaire de l'artère pulmonaire. Par ailleurs, cette déviation interfère également avec la fusion normale des septa ventriculaires, aboutissant à l'interruption de ceux-ci. La non-jonction du septum infundibulaire et du septum interventriculaire par mal-alignement réalise ainsi la CIV. L'aorte située derrière le septum conal suit son déplacement et se retrouve ainsi à cheval entre la CIV, donc à cheval entre le ventricule gauche et le ventricule droit. Tous ces défauts concourent à l'élévation de la pression sanguine dans le ventricule droit qui s'adapte en s'hypertrophiant. On note donc l'hypertrophie ventriculaire droite. Diapo. Comme rappel anatomo-physiologique, on note principalement 4 éléments. L'égalité de pression entre les deux ventricules, l'hypoperfusion pulmonaire, le shunt gauche-droit et la polyglobulie. Pour l'égalité de pression, le sang artériel provenant de l'aorte et du ventricule gauche communique continuellement avec le sang veineux provenant du ventricule droit à travers la CIV, qui favorise ainsi une égalité de pression entre ces trois structures responsables de l'hypertrophie ventriculaire droite. De ce fait, la pression ventriculaire droite est constamment de type systémique, quel que soit le degré de la sténose pulmonaire, ce qui favorise une hypertrophie du ventricule droit. On peut noter qu'il n'y a pas de risque de faire une insuffisance cardiaque dans cette pathologie parce qu'il n'y a pas de surcharge du ventricule gauche. L'hypoperfusion pulmonaire est la conséquence de la sténose pulmonaire qui est responsable du souffle sténotique et de la cyanose. Ce souffle diminue, voire même disparaît lorsque la sténose infundibulaire augmente et le débit pulmonaire diminue, favorisant ainsi le malaise anoxique. La sévérité de la cyanose est proportionnelle à la sévérité de la sténose pulmonaire. Pour le shunt gauche-droite entre les deux ventricules, il dépend du degré de la sténose pulmonaire.